Aujourd'hui, je voulais qu'on parle de l'hypertrophie pour les patients, parce qu'il y a quelque chose qui est très très important dans l'hypertrophie, c'est le baroréflexe. Alors en fait, c'est le fait que la pression varie au niveau des capillaires sanguins, et ça induit un réflexe central qui amène de l'hypertrophie. Si on prend l'exemple d'un tendon, quand on regarde les squats faits à un tempo lent ou un tempo rapide, le tempo lent, il va surtout charger le tissu musculaire, et le tempo rapide, il va surtout charger le tendon. Donc il faut vraiment se dire nombre de séries, nombre de reps, charge, tempo et temps de récup. Des fois, vous faites des séances de rééducation, il est 11h, le patient, il a pas mangé en fait. Donc il vient, il est à jeun, il fait sa séance de renfo, il va remanger à 13h et il mange quoi? Des frites et du coca, tu vois. Non mais vraiment, moi je te jure, Non mais vraiment. Tu bosses aux États-Unis, mec. Non. Des études aussi qui ont montré que la prise d'alcool après les séances de renfo, ça a été montré, que en fait ton gain il est clairement diminué quoi. Par contre, le problème c'est que les personnes sédentaires inactives, elles ont des récepteurs aux opioïdes qui sont déjà bloqués. Donc t'as beau leur faire de l'activité physique, les faire bouger, même s'ils vont sécréter leurs opioïdes, ça va moins bien marcher. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le Training Therapy Podcast. Je suis avec mes deux acolytes, Jean-Philippe à ma droite et Simon à ma gauche. Ça va les mecs? Impeccable. Ouais, moi ça va, je suis prêt là, je suis sorti d'une séance de pump. Ah, séance de pump. Les bras bien gonflés, donc Parfait. Franchement je suis content. Et bah justement aujourd'hui je voulais qu'on parle de l'hypertrophie pour les patients, parce qu'en tant que kiné, c'est quand même quelque chose qu'on nous vend fréquemment en formation, l'hypertrophie. Il y a eu un gros livre d'ailleurs de Brad Schoenfeld qui est sorti à ce sujet, et il est venu en France. Il y a eu beaucoup de kinés qui ont fait cette formation-là. Les gars, est-ce que vous savez quelles sont les deux variables clés de l'hypertrophie? Ouais, la première, je dirais le stress mécanique. Yes. C'est quand même la chose à laquelle on pense directement quand on parle de l'hypertrophie. Stress mécanique, donc charge externe généralement, qui impose une contrainte au muscle, qui doit pour le coup s'adapter et grossir. C'est ça. Donc pour le stress mécanique, pour développer un tout petit peu plus, ça va être charge externe et aussi amplitude de mouvement en réalité. Plus tu mets de poids et plus tu as une amplitude de mouvement élevée, en course interne ou course externe plutôt du coup, plus tu vas mettre de tension mécanique sur le muscle. Et ça, effectivement, c'est le premier facteur clé de l'hypertrophie. C'est ce qui permet vraiment au muscle de se développer au max du max. Donc c'est le plus important, c'est la charge, évidemment la contrainte qu'on met sur le tissu. Et le deuxième, le stress métabolique. Yes. Bien joué. Oh, oui. On appelle Julien Lepers, c'est oui. Merci. C'est quoi le stress métabolique, Simon? C'est ce qui permet d'avoir des gros bras. Entre autres, oui. Remplir le t-shirt au niveau de la poitrine, c'est ça, quand tu fais plein de séries comme ça. C'est ça. Stress métabolique, c'est quand tu vas accumuler des déchets au niveau local, au niveau du muscle. Et ces déchets, ils vont stresser l'environnement, le milieu. Et ce milieu, il va s'adapter en conséquence, ouais. En faisant de l'hypertrophie. C'est ça, en fait, c'est ce qu'on appelle des métabolites, ces déchets-là. Et en réalité, avant, on pensait que c'était les ions H+, le lactate, l'acide lactique, mais lactique, ouais. C'est pas vrai, parce que c'est des déchets qui sont extrêmement éphémères dans le milieu. Du moins, l'acide lactique n'existe pas en soi, d'un point de vue théorique. Et en fait, ces déchets-là, le lactate, l'accumulation d'H+, donc l'acidification du milieu, font que localement, il va y avoir une adaptation en hypertrophie, mais en fait, on se rend compte que ça stimule aussi pas mal de choses au niveau central, parce qu'il y a quelque chose qui est très très important dans l'hypertrophie, c'est le baroréflexe. Je sais pas si ça te parle, JP. Même pas, non. Alors en fait, c'est le fait que la pression varie au niveau des capillaires sanguins, et ça induit un réflexe central qui amène de l'hypertrophie. Et du coup, quand tu pumpes, donc quand il y a beaucoup de sang qui s'accumule au niveau du muscle, etc., quand tu fais une séance d'hypertrophie, ton muscle gonfle, il y a de la congestion. Je pense que le volume en soi du muscle augmente. Il faudrait prendre une périmétrie avant et après une séance à visée d'hypertrophie, mais généralement, il y a un peu plus de sang dans la zone. Je peux confirmer parce que j'ai déjà vu énormément de loupards, on va les appeler, le vendredi à 18h venir s'entraîner et après on file une chemise direct. C'est vrai. Pour aller en bien soirée. Serré dedans. Même un peu plus tard, des fois à 21h et tout. Et ça, t'as le baroréflexe, qui est un réflexe au final c'est un réflexe, donc ça vient du système nerveux central, créer au final une adaptation à visée hypertrophique. Et en fait, je vais d'ailleurs directement dériver là-dessus. Je pense que certains d'entre vous qui nous écoutent, vous connaissez le BFR, vous les gars, je sais que vous l'utilisez beaucoup. On se rend compte que le BFR, il a un effet sur la force qui serait surtout dû à ce baroréflexe. En réalité, plus qu'à l'accumulation de métabolites dans le milieu, sachant que le BFR, c'est l'expression maximale du stress métabolique. Du stress métabolique, voilà. Il n'y a quasi pas de stress mécanique et il y a un gros stress métabolique. Et ça amène de l'hypertrophie. Donc c'est important de bien dissocier les deux pour savoir quand utiliser l'un ou quand utiliser l'autre en kiné. Vous utilisez le BFR, vous, les mecs? Bien sûr. Je pense vraiment, pour moi, le BFR, c'est un des indispensables à avoir dans un cabinet de kiné. C'est un des premiers trucs que j'achèterais
après avoir acheté mon matos pour faire du renforcement musculaire, même en même temps. Et un lecteur de carte vitale. Ouais. Oui, et une machine à café aussi, mais voilà, vraiment, franchement, le BFR, pour moi, c'est primordial pour un kiné en 2023. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Et moi, j'irai encore plus loin. Je pense que il faut l'avoir avant même d'avoir de la charge. C'est vrai. Parce que tes patients, en fait, au début, tu peux pas les charger. Mais pour le coup, quand t'as le BFR, c'est comme si, on va faire un gros raccourci, mais c'est comme si tu les chargeais. Oui, faut Donc en faire fait, attention parce que on aura quand même besoin de charge à un moment donné, mais dans un premier temps, c'est ce qui peut être ultra pertinent pour cette première phase de la rééducation. Ces premières phases de la rééducation où d'abord on va vouloir diminuer la douleur, c'est l'objectif initial. Et on sait que déjà juste le BFR, le fait de le poser, de mettre de la pression, ça diminue la douleur de manière instantanée. Et après, on va pouvoir en plus s'en servir pour faire du renforcement musculaire et de l'hypertrophie, ce qui est à la base l'objectif. C'est intéressant ce que tu as dit, parce que justement, quand on rentre un petit peu dans la rééducation, en soi, faire de l'hypertrophie pour rendre les gens plus épais, je pense qu'en tant que kiné, les gens ne viennent pas pour ça au cabinet. Clairement, il n'y a aucun patient qui dit ouais, salut, moi mon objectif c'est d'avoir plus de muscles. Non, pas du tout. Les gens ils viennent pour ne plus avoir mal. Donc en fait, l'hypertrophie, par définition, augmenter le volume musculaire hypertrophié, en kiné, ça n'a pas vraiment de sens. Parce que c'est pas un sauf but. Si t'as quelqu'un qui s'est vraiment déconditionné, voilà. exactement, sur un croisé, qui a pas un quadri, qui a pas bougé depuis longtemps, etc. Ok, en soi c'est rare. Ah ouais, clairement. Et puis surtout, ça vient derrière le gain de force. C'est ça. Parce que si t'as une force équivalente avec une amyotrophie, bon, c'est fort peu probable, mais c'est fort peu probable. Mais si, imaginons, t'as ça, ça va rentrer en ligne de compte, mais tu seras moins gêné de toute façon. Donc, carrément. Du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que l'hypertrophie, on va plutôt l'utiliser, comme a dit Simon, pour diminuer la douleur. Parce que ce qui se passe quand on prend une rééducation, l'objectif principal des patients, c'est de ne plus avoir mal. La plupart des gens, ils viennent pour ne plus avoir mal. Et en fait, le fait de travailler à dominante d'hypertrophie, donc avec des séries qui vont aller entre 8, 15, 20 répétitions, et on va aller assez proche de l'échec, ça va permettre de diminuer les symptômes du patient. Et ça, c'est extrêmement important. Et ça va aussi nous permettre, dans un second temps, d'accumuler du mouvement. Le patient va bouger, donc il va se désensibiliser au mouvement. C'est ça qui va lui permettre d'avoir moins mal. Mais aussi, ça va lui apprendre à bien bouger, à bien comprendre les mouvements. Par exemple, un squat, une fente, des rotations externes au niveau de l'épaule, même si c'est pas très compliqué en soi. Il y a toujours des patients qui le font mal. Ça va lui apprendre à bien bouger. Et petit à petit, on va se permettre de le charger parce qu'il maîtrise bien le mouvement. Et à partir de là, on va pouvoir rajouter du poids, etc. pour aller sur la dominante de force, qui est extrêmement importante, parce que, comme on le sait tous, la force, c'est la qualité physique reine, et ça permet de bien résister, bien tolérer les contraintes externes, et c'est ce qui prime en rééducation après avoir réglé la douleur. Donc nous, avec Simon, on réfléchit souvent en termes d'abord, on diminue la douleur du patient, conjointement, on essaye d'améliorer la mobilité, parce que souvent, il y a des déficits de mobilité. Pour moi, la mobilité même, c'est pendant toute la durée de la rééducation, généralement, parce que généralement, quand tu diminues la douleur, tu améliores la mobilité. Généralement, après, il y a souvent des restrictions de mobilité qui sont dues à notre mode de vie. En tout cas, tu peux la travailler dès le début, quoi. Ouais. Carrément. Donc, douleur, mobilité. Ensuite, hypertrophie dans l'objectif de désensibiliser et d'aller vers de la force. Et après, force. Et puis, une fois que tu as développé ta force, retour à la fonction le plus rapidement possible, avec évidemment de la vitesse pour les sportifs, parce que c'est quand même quelque chose qui est primordial dans la plupart des sports. Donc, de la vitesse avec une dominante de force. Donc, au final, de la puissance. Puissance égale force fois vitesse, je dis pas de conneries. Ouais, non, c'est bon. Donc, expression de la force à une vitesse importante. C'est ça. Comme peut-être vérifié, non? Non, je crois que je me souviens de mes cours de physique. C'est ok. Mais, quelque chose que les gens oublient d'ailleurs, c'est que la vitesse en soi est une contrainte très importante pour le tissu. On pense tout le temps en termes de nombre de répétitions, nombre de séries, charge, mais on oublie la vitesse. Parce que si on prend l'exemple d'un tendon, quand on regarde des squats faits à un tempo lent ou à un tempo rapide, le tempo lent, il va surtout charger le tissu musculaire, et le tempo rapide, il va surtout charger le tendon. Donc en fait, en adaptant vraiment les stimuli et les consignes sur chaque exercice, on peut cibler telle ou telle partie du tissu, et du coup être spécifique dans notre rééducation. Et si dès le départ de ta rééducation sur une tendinopathie qui est irritable, tu mets de la vitesse, le mec il va juste flamber. D'où l'intérêt du tempo. D'où l'intérêt du tempo, qui est la variable clé aussi dans le renfo qu'on oublie bien trop souvent. Donc il faut vraiment se dire nombre de séries, nombre de reps, charge, tempo et temps de récup. Ça, pour moi, c'est vraiment les 5 points les plus importants quand tu fais du renforcement musculaire. Et après, tu vas aller soit chercher de l'hypertrophie pour désensibiliser, soit de l'hypertrophie pour potentiellement gagner en volume musculaire, si, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y avait un déficit à ce niveau-là, soit de l'hypertrophie pour améliorer la capacité de mouvement, améliorer le contrôle moteur, etc. Et ensuite,
dériver vers de la force. Ouais, puis de toute façon, quand tu veux gagner en hypertrophie, tu vas aussi gagner en force. Bien sûr, ça va donc en fait, conjointement. Ouais. Voilà. Donc en fait, tu travailles un truc, mais les autres facteurs augmentent aussi, donc c'est jamais du temps perdu, quoi. Est-ce que pour toi, justement, l'hypertrophie, c'est une qualité musculaire à part entière? Parce que c'est vrai que c'est assez, enfin, moi, je trouve ça assez difficile à définir. Pour moi, les qualités physiques, ça va être la force, la puissance, mais l'hypertrophie, je sais pas, j'aurais du mal à le définir comme qualité physique. C'est pas mesurable. C'est pas comparable d'un individu à un autre. Ouais, mais c'est pas mesurable quand même si tu fais une périmétrie ou si tu vois. Moi, je trouve que c'est plutôt perso. Hein, excuse-moi de répondre à ta place. Je me permets. Pour moi, c'est une conséquence plutôt qu'une voilà. Tes muscles grossissent. Bon bah ok, très bien. Mais qu'est-ce qu'on va en faire derrière? Bah c'est parce que, comme tu viens de l'expliquer, en fait, ça permet de diminuer la douleur, augmenter la force, etc., etc. Que ça grossisse, c'est juste une conséquence. Ouais, c'est pas forcément un but en soi ni une qualité. Enfin, je parle toujours en rééducation. Ouais, bien sûr. C'est pas forcément une qualité que tu vas développer de manière. On s'en fout que notre patient il a un gros quadri ou pas. En fait, ça peut amener une chose en plus du développement de la force qui est très important. C'est une certaine, pour certains sports, hein, genre sport de combat, etc., sport de contact, une certaine assurance psychologique, tu Bien vois, sûr. De se sentir solide. Et puis les sports de contact, que ce soit prouvé par la littérature ou pas, je m'en fous, tu vois, mais pour être pratiquant, ça te fait quand même une petite armure, tu vois, d'être. Ah ouais, clairement. Ah oui. Non, mais les muscles. Ça absorbe l'impact. Les muscles sont protecteurs, c'est sûr et certain. Qu'on soit clair. Donc ça a aussi ce versant-là. Après, chez Madame Michu, 70 ans. Oui, mais je pense quand même, hein, parce que pour la sarcopénie, pour voilà. bien sûr, évidemment. L'ostéoporose, pour carrément, voilà. Carrément. T'allais rajouter quelque chose? Non, je te sentais chaud là. Ouais, mais non. Non, mais en fait, c'est vraiment important de comprendre que quand on fait du renfo, que ce soit dominante d'hypertrophie, dominante de force, on s'en fout. Quand on met de la charge sur un tissu, ce qui s'adapte en premier, c'est le système nerveux. Vous avez un gros papier de Rio qui est paru en 2018 à ce sujet, qui est vraiment très intéressant. Ils ont bien schématisé le truc. D'abord, adaptation très rapide du système nerveux. C'est ça qui va nous permettre de diminuer rapidement la douleur et d'améliorer rapidement les niveaux de force. Parce que vous le savez, votre patient de séance en séance, il progresse de ouf. C'est un peu tube de dentifrice plein. Peu importe où vous appuyez dessus, il y a du dentifrice qui va sortir. Patient très avancé, sportif de haut niveau, qui a l'habitude de faire du renfo, etc. Il va pas prendre en force de séance en séance, ça va être très compliqué. Lui, ce sera un tube de dentifrice vide. Il faudra être très précis sur l'endroit où vous appuyez pour qu'il y ait quelque chose qui ressorte. Et en réalité, ce que vous adaptez au départ, c'est le système nerveux. Que ce soit en entraînement type hypertrophie ou force, dès que vous mettez de la contrainte, c'est le système nerveux qui s'adapte. Et au bout de 6 semaines, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau périphérique, au niveau tissulaire, musculaire réel. Et à partir de ce moment-là, on commence à avoir une modification en termes d'hypertrophie. Mais pour ça, pour que ce soit vraiment visuellement palpable, il faut qu'il y ait une récupération qui soit en corrélation à côté. Parce que si le patient ne mange pas assez de protéines, s'il dort pas assez, il n'y aura pas d'hypertrophie. Ça c'est un réel problème, je pense, dans le mode de vie qu'on a actuellement et dans la rééducation, c'est que on se concentre nous sur les problématiques de notre patient, à savoir sa douleur au genou ou à l'épaule, peu importe. Mais on va pas forcément aller le questionner et lui mettre, l'informer sur les conduites à tenir en dehors des séances de rééducation. Et malheureusement, comme tu viens de le dire, si t'as beau t'envoyer une grosse séance, si après tu manges pas de protéines, en fait, c'est comme si tu construis ta maison et qu'il n'y a pas de ciment, tu vois. En fait, il y a le grand méchant loup, il va arriver, il va faire, et ta maison, elle va tomber, tu vois, ça sert plus à rien, en fait. Je rebondis sur ce qu'il a dit, chose qu'on t'a pas dit, on n'en a pas parlé encore. Là, pour les formations qu'on donne sur le renfo, on donne aux participants kinés un guide qu'ils vont imprimer, qu'ils vont donner à leurs patients, qui en fait les éduque sur la récup en lien avec les séances de kiné. Tu vois, c'est pas juste la récup, c'est dormir, boire un machin, ça c'est bon, on a capté. Là, on leur donne vraiment des guides pratiques, genre quelle est la quantité de protéines qui est intéressante, et c'est pas genre en grammes, c'est en termes de combien d'œufs, combien de viande, combien de tofu, un truc méga concret, quoi. Exactement. Et les patients, ils prennent ça, et dans notre idée, à voir sur le long terme si les patients sont contents, tu vois, ça permet en fait au kiné de moins perdre de temps à avoir ce discours éducatif qui est important. Mais une demi-heure de séance, tu peux pas non plus tout faire, tu vois. Donc, ils filent ce guide qu'on donne à la formation à leurs patients, totalement gratuitement, on s'en fout, et les patients peuvent optimiser leur récupération et leur rééducation, du coup, grâce à ça. Mais c'est quelque chose qu'on a mis en place, en fait, parce que, à l'époque, quand on expliquait aux kinés le rôle de la récup, ils comprenaient bien, mais on sentait qu'après, quand on prenait les retours à froid, tu vois, genre 3 mois après la formation, ils avaient du mal à faire passer le message aux patients. Du coup, je pense qu'un guide pratique comme ça, c'est ultra intéressant. Ah, mais carrément. Surtout que, en fait, il y a un autre problème, c'est que, ok, il y a notre mode de vie, etc., mais il y a aussi toutes les idées reçues qu'il y a autour de la musculation, la gonflette. La protéine. Je sais toujours pas ce que c'est que la gonflette. Moi, j'aimerais bien connaître la gonflette.
Si, c'est quand c'est pour les vélos, ça. Pour les pneus. Voilà, la prise de protéines, on en parlait tout à l'heure. Si tu prends ton shaker, ne serait-ce que pendant nos formations, t'es dopé, mec. C'est un peu l'image qui est assimilée. Or, c'est pas du tout ça. Si nos patients, par exemple, nous on prend beaucoup de membrane, si nos patients croisés prennent des shakers après leur séance, de renfo, on sait très bien qu'ils vont mieux récupérer. Ça a été prouvé. Les preuves sont carrées. Maintenant, il n'y a plus de questions à se poser là-dessus. Et je vous invite d'ailleurs, par rapport à ça, à poser la question à vos patients sur quand est-ce qu'ils ont mangé avant de venir à votre séance. Des fois, vous faites des séances de rééducation, il est 11h, le patient, il a pas mangé en fait. Donc il vient, il est à jeun, il fait sa séance de renfo, il va remanger à 13h et il mange quoi? Des frites et du coca, tu vois. Non mais vraiment, moi je te jure, non mais vraiment. Tu bosses aux États-Unis, mec. Non, mais réalité, hein. Ça m'est arrivé une fois, la patiente, bon déjà elle a fait un malaise, tu vois, parce qu'elle avait, il faisait un peu chaud, tu te rappelles? RIP. Non, grâce à Dieu. C'est celle qui est tombée sous la barre comme ça là? Non. Ah, et c'est histoire, une autre histoire, mais histoire, on en reparlera plus tard peut-être. Et ouais, elle avait pas mangé le matin, il faisait 30 degrés, on fait une séance de renfo, je lui fais faire du front squat parce que je suis dur. Elle est tombée, enfin elle a fait un malaise, tu vois, normal, et elle revient 2 ans plus tard et je parle avec elle, je lui demande ouais tu t'hydrates un peu et tout. Elle me dit ouais je bois du coca, tu vois, mais elle buvait que du coca. Ah ouais. Et il y en a, je pense, c'est pas une majorité, mais il y en a un pourcentage, je pense de l'ordre de 10% où vraiment l'aspect alimentation, hydratation est catastrophique. Donc t'as beau faire tout ce que tu veux dans ta séance de rééducation, vouloir faire de l'hypertrophie c'est super, mais en fait t'auras pas de résultat. Si t'as pas posé la question encore une fois, tu vas te remettre en question et tu vas te dire mec je suis qu'une merde, tu vois, enfin, ça fonctionne pas ce que je fais. Alors que bon peut-être que c'est le cas, mais il faut quand même essayer de prendre du recul aussi sur l'environnement global. Qu'est-ce qui influe aussi sur mon patient? Il n'y a pas que nous. Ouais, clairement. Il y a des études aussi qui ont montré que la prise d'alcool après les séances de renfo, ça a été montré, hein. Que, en fait, ton gain, il est, clairement diminué, quoi. Je pense qu'il y avait beaucoup, de volontaires bretons qui faire cette étude. C'est possible. En fait, je vous explique pourquoi. Parce qu'en réalité, les séances de renfo, certes, elles font de l'adaptation périphérique, etc. Mais en réalité, tout ça, ça reste ultra central. Parce qu'en fait, ça crée un peu comme le baroréflexe, des réflexes qui sont centraux, par définition, un réflexe, quoi. Et en fait, ça active la sécrétion d'hormones qui sont anabolisantes. Et c'est ça, en fait, la clé de l'hypertrophie. C'est testo, hormone de croissance. C'est pour ça que les mecs peuvent plus hypertrophier que les femmes. C'est comme ça. Même si on est en 2023, c'est clair et net. Mais non, mais c'est la réalité. On a plus de testo, donc c'est comme ça. Et en fait, l'alcool perturbe la sécrétion hormonale et la malbouffe perturbe la sécrétion hormonale. Donc, si à côté c'est pas carré, il va rien se passer, quoi. J'aimerais bien voir, tu vois, par curiosité, qu'est-ce que ça donnerait, par exemple, un croisé dopé, tu vois, sous testo, là, mon pauvre, ça doit avoir des gains monstrueux, le type. Ah bah bien sûr. Ça doit être hyper impressionnant. Je pense que dans certains sports, ça, à mon avis, ça doit être habituel, tu vois, dans certains sports de haut niveau, le mec qui se fait un croisé, une petite cure de testostérone, de toute manière, il va pas jouer pendant 8 mois, donc il s'en fout. Et je pense que franchement, ça peut, enfin, je sais pas, je suis curieux de voir l'impact sur les douleurs, tu vois. Et même pareil pour les personnes âgées, si on parle vraiment d'hypertrophie. D'un point de vue santé, évidemment. D'un point de vue. C'est pour ça qu'aux États-Unis, tout n'est pas bon à prendre, mais santé, quand même la médication hormonale pour les personnes âgées, pour les maintenir plus longtemps en état de forme, entre guillemets, où il y a la prise de testostérone qui est autorisée, etc. C'est quand même bien sur le papier. Si c'est bien géré, moi je trouve que c'est intéressant. Ce serait dommage de s'en priver, tu vois, pour rendre les gens plus fonctionnels. Je pense qu'il y a un truc à faire là-dessus. Et à mon avis, le futur nous donnera potentiellement raison à ce sujet. Ça veut pas dire qu'il faut se doper, évidemment, parce que quand on parle de dopage à proprement parler, ça veut dire que tu triches pour une compétition. Mais ça peut être pour certaines populations une aide, comme une aide médicale, qui est pour moi tout à fait logique en fait. Et par rapport à ça, j'ai pas mal étudié justement l'impact de la mucoviscidose sur le système musculaire. Et il y a des thérapies justement aux États-Unis où ils vont leur associer de la prise de testostérone au renforcement musculaire. Et sans surprise, il y a des résultats qui sont... Ouais, c'est toujours un rapport bénéfice-risque, quoi. Et pour ces patients où le système musculaire est tellement, entre guillemets, ravagé, tu vois, par leur pathologie, peut-être pourquoi s'en priver s'il n'y a pas de facteur... Je pense que c'est des petites doses. C'est pas des bodybuilders professionnels. Ouais, non, bien sûr. Donc vraiment, en tout cas, tout cet aspect hormonal, c'est la clé. En vrai, c'est la clé on le voit bien. Renforcement musculaire. C'est la clé de la santé, les hormones. Si t'as pas d'hormones,
et que t'es mort. Même si on va encore plus loin, en réalité, ce qu'on fait quand on fait bouger les patients, qu'on fait du renfort, etc., qui explique en partie la diminution de la douleur, bah, c'est les hormones opioïdes que tu sécrètes suite à l'activité physique qui te permettent de diminuer tes sensations de douleur. C'est aussi efficace qu'un Codoliprane. En réalité, il y a plein d'études. Par contre, le problème, c'est que les personnes sédentaires inactives, elles ont des récepteurs aux opioïdes qui sont déjà bloqués. Donc, t'as beau leur faire de l'activité physique, les faire bouger, bah, même s'ils vont sécréter leurs opioïdes, ça va moins bien marcher. Mais petit à petit, on sortira de ce cercle vicieux et ils pourront mieux réceptionner ces opioïdes qui sécrètent eux-mêmes. Du coup, ça fonctionnera plus. Mais vraiment, l'hormone, la sécrétion hormonale, c'est la clé. Bah ouais. Et le plus difficile, c'est toujours de commencer. Hein. Une fois que les sédentaires, ils ont commencé à prendre une habitude, c'est plus facile et ça va plus vite. Et je rebondirais bien sur ce que tu disais tout à l'heure aussi. C'est que on le voit aussi chez les personnes âgées, où maintenant il y a des preuves que le BFR marche très bien. Et là, c'est pareil, c'est grâce à toutes les hormones, alors qui sont moins bien produites et en moins grande quantité, mais quand même, ça a un vrai rôle sur la force, sur l'hypertrophie et sur la fonction. Donc, en fait, là, on a la preuve que oui, il y a toujours un bénéfice à aller dans ces thérapies-là, quoi. Je pense qu'il faut bien comprendre, en fait, avec le renforcement musculaire, que c'est pas une thérapie qui va bénéficier uniquement, en fait, aux sportifs. C'est un truc qui va peut-être même plus bénéficier aux sédentaires et aux pathologies chroniques, parce que l'impact sur leur qualité de vie va être monstrueuse. On va leur redonner des fois de la capacité de mouvement, d'activité, faire des nouvelles choses et tout. Bien sûr, en fait, sportif, bon, tu vas l'aider à retourner à son sport, c'est très bien. Mais je pense que le pathologique chronique à qui tu redonnes de la fonction, déjà, il va être encore plus. Mais tu changes sa vie. Hein. Tu vas changer sa vie. Et c'est réellement, enfin, c'est un vrai plaisir, tu vois, quand tu t'as. Bien sûr. Et puis surtout que, en fait, il faut enlever l'étiquette hypertrophie égale bodybuilder. En fait, ça, presque, je dirais, ça n'a rien à voir. Mais ça n'a rien à voir. Parce que éducation et en performance de culturisme, ça n'a rien à voir. Exactement. Et tu vois, des fois, pour des questions de comment dire, esthétique, il y a des patients qui nous disent non, là il y a trop de renfort, je vais avoir des cuisses comme ça, je vais avoir des bras comme ça. Non, pas de panique. C'est hyper dur de faire du muscle. Pardon ? C'est les rats. Pas de panique à bord. Est-ce qu'il a la ref ? On peut pas parler sérieusement ici. C'est ça le problème. C'était Eric et Ramsey, les mecs qui doublaient ça. Bref. Mais voilà, tout ça pour dire que hypertrophie, c'est pas un gros mot. Non. C'est pas que pour les bodybuilders. C'est pas que pour les mecs qui ont envie de se la péter sur la plage. En fait, en kiné, ça devrait pas avoir ce terme-là, tu vois, parce que c'est pas vraiment un terme adapté. Ouais, c'est vrai. Ça devrait être quelque chose de fonctionnel, je sais pas, de la préparation à la force. Faudrait trouver un truc, mais c'est pas vraiment le terme. Hypertrophie, il est pas adapté parce que c'est pas notre but. Exactement. En réalité. Donc, pour résumer, on a vu que c'était vachement lié quand même au système hormonal, qu'il y avait deux clés. Le stress mécanique, qui est le plus important pour moi, parce que c'est ça qui va vous permettre d'amener de la charge sur le tissu et du coup, de développer la force après. Et ensuite, le stress métabolique. Le mieux, c'est une combinaison des deux. Bien sûr. Ce qu'on dit dans la formation, justement, sur le renfort, on développe vraiment tous ces trucs-là de manière beaucoup plus poussée. Mais il faut avoir, selon moi, 70% des séances sur du stress mécanique et après 30% sur du stress métabolique. Je pense que c'est un bon dosage. Parce que, comme on l'a dit, le stress mécanique, ça reste. Et des fois, tu peux pas mettre de stress mécanique. Exactement. Parce que la personne est trop irritable. Du coup, tu mets du stress métabolique parce que ça, c'est toléré par tout le monde. Exactement. Et je vais rebondir là-dessus. Je trouve que le stress métabolique, c'est hyper intéressant. Encore une fois, chez les personnes âgées, il y a de plus en plus d'études là-dessus parce qu'en fait, dans leur journée, c'est quasiment que du stress métabolique. Ouais, au final. Qu'elles subissent, quoi, dans leur activité de la vie quotidienne. Donc en fait, les entraîner à ça avec le BFR, par exemple, bien c'est juste les entraîner à ce qu'ils vont vivre dans la vie de tous les jours. Et en plus, si on ne peut pas les charger, parce que c'est difficile de charger une personne âgée, ben ça c'est le meilleur des. Le 70-30, peut-être qu'il est inversé dans ce cas-là, tu vois. Ouais, c'est en fonction du contexte carrément. Ouais. J'étais vraiment sur un truc plutôt musculo. Ouais. Très intéressant. On se rend compte qu'il y a en fait jamais de vérité fixée, que ça. C'est un continuum qui est hyper nuancé. C'est pas force, hypertrophie, endurance, ça n'existe pas, c'est mêlé forcément, mais il y a un curseur que tu vas pouvoir plus mettre en direction de la force, plus mettre en direction de l'hypertrophie. Je pense quand même qu'au départ, pour se familiariser avec tout ça, on a besoin d'avoir, quand on commence à se familiariser avec ce système, on a besoin de pratiquer, oui. On a aussi besoin d'avoir des cadres, des cases entre guillemets, de se dire ok là je vais faire comme ça, et après on se rend compte qu'en fait ces cases elles sont pas vraiment vraies.
et qu'on va devoir adapter vraiment à chacun. Ouais, et c'est ça qui fait la beauté aussi du métier, tu vois. Exactement. En fait, nous, dans nos formations, on dit toujours la même chose. C'est-à-dire, nous, on va pas vous donner de recettes toutes faites. On va vous donner un cadre. Et après, il va falloir s'adapter à chaque patient, à chaque pathologie et à chaque contexte. Tout à l'heure, tu parlais de la personne qui vient, qui a fait la teuf ou quoi, ou qui a pas mangé. Eh bien, il va falloir s'adapter à ça aussi. Donc, en fait, là, c'est des grandes lignes qu'on donne, mais évidemment, il va falloir s'adapter en permanence. C'est un métier où l'adaptation est... Et c'est ça qui est beau dans notre taf. Comme le commis de cuisine, au départ, il a besoin d'une recette pour commencer, tu vois. Et après, il va se dire, tiens, je vais rajouter un peu de sel, un peu de poivre, un peu d'origan, tu vois. Tatouille. Ouais, ça se voit que tu fais à manger, toi. Ouais. Les amis, si vous voulez quelque chose qui résume tout ce qu'on vient de dire, on a créé une formation gratuite, qui est une longue formation en vidéo, qui est complètement gratuite, qui s'appelle le guide du kiné expert. Vous pouvez le télécharger en cliquant directement dans la description du podcast, que vous soyez sur YouTube ou sur Spotify, Deezer, Apple Podcast. Peu importe. Vous cliquez, vous téléchargez votre guide, vous regardez les vidéos tranquille. Ça va vraiment vous aider à remettre en place tout ce qu'on vient de se dire. Si jamais vous voulez aller plus loin, il y a nos formations sur le Renfo qui sont disponibles en présentiel ou en e-learning. Si vous êtes sur les plateformes de streaming, n'hésitez pas à nous mettre une petite review 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Deezer, sur Spotify. Et si vous êtes sur YouTube, lâchez un magnifique pouce bleu hypertrophié avec une grosse éminence ténard ici. Ténard ou hypoténard? Ténard. Ténard. C'est bon, je suis bon en anatomie. Un petit commentaire, ça fait jamais de mal et ça nous aide au référencement. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos patients, c'est très important. Renforcez-les, c'est vraiment la clé. Les gars, merci pour cette discussion, c'était très intéressant. Et on se dit à très bientôt. Salut tout le monde. À tantôt.